Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Au sommaire, ce soir, c'est un atelier étrange que l'étrange atelier d'Ajaccio. Les artistes Yann Le Borgne et Orso nous racontent le quotidien de cette résidence particulière. Xavier Havre, quant à lui, et comme d'habitude, nous fera voyager loin, très loin, dans un recoin de ce monde et ce sera notre focus du soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Yann, Orso, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, créer, c'est bien. Avoir un lieu pour le faire, c'est encore mieux. Et si en plus ce lieu inspire, alors là, c'est juste inespéré. Yann Le Borgne, Orso, votre défi ce soir, nous définir ce qu'est l'étrange atelier à Ajaccio. Grand défi. Non, l'étrange atelier, c'est une association et un lieu. Une association qui gère ce lieu. Et c'est une résidence d'artistes. En gros, on accueille des artistes de tout poil et de tout genre qui ont besoin d'espace pour travailler et s'exprimer. Et c'est un peu le but principal de ça, c'est de l'association. Ça, c'est la version sérieuse. Sinon, c'est un espace de jeu où des enfants de tout âge peuvent s'exprimer et s'éclater. C'est un peu pensé comme une salle de jeu, en fait. D'accord, c'est tentant. Comment s'organisent les résidences? On auditionne, on postule, il y a un comité pour savoir si... En fait, il faut dormir 3 jours et 3 nuits devant l'atelier, à genoux sur des cailloux. Non, en fait, il faut juste être artiste, avoir un projet tant qu'à faire, surtout avoir envie, avoir besoin d'émulation, avoir envie de travailler au milieu d'autres artistes, au milieu d'autres arts que par exemple un peintre va se retrouver au milieu de la musique, au milieu de vidéos, au milieu d'autres choses, de sculpture, etc. Donc potentiellement avoir envie d'essayer plein d'autres choses. Parce que c'est un peu l'idée en fait, de faire plein de choses, pas se contenter de faire ou de la peinture ou de la musique. C'est ça, parce que ce qui est voulu, le principe, c'est que la création, elle est protéiforme au sein de l'étrange atelier. Complètement, ouais. Oui, et puis nous on est curieux, on est naturellement curieux, donc dès qu'il y a un artiste qui va venir s'installer ici, on va avoir envie de savoir mais comment tu procèdes, c'est quoi ton travail, et puis tiens je vais essayer aussi, et on s'échange c'est comme si on s'échangeait des techniques. Voilà, on s'échange des compétences, on s'échange aussi nos avis sur le travail des uns et des autres. Quand Yann travaille, je peux pas m'empêcher de venir lui dire « Ah, c'est pourri, tu devrais pas faire ça. » C'est ça. Sympathique. C'est vrai. Non, mais ça fait vraiment avancer le schmilblick. C'est un boulot où on a beaucoup besoin de se recentrer sur soi. Mais ça peut être mortifère, on dira. Donc là, ça fait vraiment du bien de Et les artistes, travailler à plusieurs. Ils sont insulaires, mais pas seulement. À partir du moment où ils sont sur l'île, ils sont insulaires. Ils sont insulaires. Après, on n'a pas eu d'artiste qui nous a démarché du continent ou d'ailleurs pour venir travailler chez nous pour l'instant. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Oui. Xavier, sur les artistes, justement. Et alors, votre création, l'association et le lieu s'appelle l'étrange atelier. Est-ce que si on est artiste... j'allais dire classique, j'aime pas trop les mots, mais enfin mettons des cases. Est-ce qu'on peut venir quand même? Est-ce que vous acceptez quelqu'un qui peut dire carrément, parce que déjà la démarche serait étrange. Donc, parce que on a déjà eu ce cas où des artistes dits plus classiques entre guillemets ont passé la porte de l'atelier, et je pense qu'ils ont eu un peu peur justement du fait que qu'il y ait un peu de tout, et puis surtout enfin c'est assez contemporain, assez pop, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un côté comme ça, justement, de salle, de grande chambre d'adolescents, en fait. Et du coup, oui, pour quelqu'un qui serait dans le classicisme, à travailler, je sais pas, le paysage ou les portraits, etc. Mais c'est pas forcément très académique. Voilà, ça pourrait peut-être le parasiter au niveau de sa créativité. Mais bon, nous, et encore que, je pense que, enfin, en tout cas, nous, on serait tout à fait heureux d'accueillir quelqu'un qui peindrait de manière classique. Et plus largement, est-ce qu'il y a, selon vous, encore une opposition entre l'art ancien ou classique et l'art contemporain ou le street art ou le pop art?
Moi, les peintres, Ou une incompréhension, peut-être? Non, je pense pas. Moi, je pense que les peintres peignent à l'époque où ils vivent. Après, c'est une question de technique. C'est juste ça. Un peintre qui va peindre de manière très classique. Aujourd'hui, c'est un peintre contemporain quand même, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, c'est des techniques, en fait. Donc, qui le fasse en utilisant l'hyperréalisme ou l'abstraction, c'est juste la technique qui change son propos. Il peut être tout à fait contemporain. Qui, justement, vous influence ou vous inspire Quelles sont aujourd'hui? nos influences? C'est vaste. Ouais, c'est vaste. C'est très très vaste. Je sais pas, enfin, le truc, pour ma part, je suis inspiré par plein d'autres choses, pas par des artistes en particulier. Par le cinéma d'animation, par exemple, par le cinéma japonais. On en reparlera. Voilà. Je suis très attiré par ce pays-là en particulier. Je suis inspiré par mes lectures, je suis inspiré par un million de choses, par lui, par exemple. Je suis inspiré par lui, je suis inspiré par justement mes colocataires. Enfin, il n'y a pas vraiment un artiste en particulier où je pourrais dire je m'inspire de ça ou plus que de ça. En tout cas, oui. Pour vous, Yann? Non, mais c'est pareil, en fait. C'est un lot d'influences depuis toujours. Entre ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, les souvenirs qu'on en a, ce qu'on a essayé, ce qu'on a pratiqué, les rencontres qu'on a faites. C'est tout ça qui... mais pas que artistique, hein, justement. C'est aussi des rencontres juste humaines ou professionnelles quand on a fait des boulots alimentaires. Tout alimente notre travail, justement. Alors, Big Doodle, l'origami, les comics, les super-héros, pour vous, les influences japonaises et puis les bestiaires, vos univers sont quand même très différents. Pourtant, les échanges existent grâce à l'étrange atelier. Alors, comment vous vous influencez l'un l'autre? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, on s'est rencontrés quand on a créé ce lieu. Donc, on ne se connaissait pas ni artistiquement ni maintenant. Et évidemment, en fait, on n'a pas décidé en se disant tiens, qu'est-ce que tu fais toi? Ça correspond pas à ce que je fais, donc on va pas être colocataires. On a commencé à travailler ensemble, l'un à côté de l'autre, et puis au fur et à mesure, on s'est intéressé à l'un et à l'autre et à son travail. Et puis à s'intéresser même justement presque comme une collaboration. Quand je disais tout à l'heure, justement, je viens un peu au-dessus de son épaule, mais c'est un peu ça, et vice-versa. C'est que les choix qu'on fait ou les doutes qu'on a et tout, on en discute, et il y a un vrai débat, un vrai échange qui se passe au niveau de la créativité même, quoi. Parce que du coup, au niveau de la réflexion sur l'œuvre. Voilà, parce que du coup, en fait, c'est des fois pour les artistes d'être seuls, justement, c'est des systèmes de pensée qui finissent par être en boucle, et de pouvoir justement sortir de sa boucle et rentrer dans la boucle de l'autre et vice versa, bah, ça ouvre des portes. Alors là, je pense que justement récemment, on a accueilli plein d'autres artistes. Enfin, on les a accueillis, ils sont venus à nous, et ça nous a ouvert de nouvelles portes parce que peut-être qu'on commençait à tourner, peut-être, je dis. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura jamais. Non, c'est très vaste. Non, moi j'avais une petite question, alors, pas pour prolonger celle-là, mais pour prolonger la question précédente de Caroline, qui était non moins intéressante évidemment, mais j'aimerais juste savoir s'il y a un artiste aujourd'hui, j'ai pas dit que vous préférez, hein, je vais pas dire ça, mais un artiste que vous suivez aujourd'hui, qu'il soit insulaire ou autre, mais pour lequel vous serez prêt à partir voir une exposition, un artiste que vous suivez, que vous admirez aujourd'hui. Pas forcément le préféré, mais du moment. Alors, admirer, le terme. Mais disons que par exemple, voilà, il y a une artiste, en tout cas insulaire, que j'aime beaucoup, et à la limite, je suis bien content de pouvoir en parler, c'est Amandine Battini-José, qui a fait une exposition il n'y a pas très longtemps à Unavolt. C'est une photographe très talentueuse qui habite en Balagne, je crois, c'est ça? Et enfin bref, donc c'est un vrai talent de notre île qui met un accent et qui pose son regard sur la nature. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un que j'espère qui ira loin et qui pourra porter aussi un regard artistique au-delà de notre île, quoi. Qui peut être une très belle ambassadrice de l'art en Corse, en tout cas. Ouais, alors là, moi, il va falloir que je cite quelqu'un et c'est très compliqué. Ouais, non, moi j'ai beaucoup je lis énormément de BD et moi je me pencherai plus vers des auteurs de BD. Après, je suis fan de beaucoup d'auteurs de BD. Je crois que je suis archi fan de Larsenet. Je suis archi fan de Lewis Trondheim. Là, j'irai plus voir du Larsenet en ce moment parce qu'il parlait sur les réseaux sociaux comme quoi il en avait un peu marre du monde de la bande dessinée, qu'il voulait un peu lâcher l'affaire. Et donc tous ses fans sont là, ah, ne fais pas ça, c'est affreux, tu es un génie. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment une expo de planche originale de Larsenet, ça j'aimerais vraiment voir ça.
Est-ce que vous seriez les artistes que vous êtes aujourd'hui sans l'étrange atelier? Voilà, non. Complètement pas. C'est clair, là, on est... Complètement pas. Moi, ça se dit même pas, ça, complètement pas, c'est très moche. Oui, c'est on pas peut le français, dire. mais- Complètement pas. Enfin, le sous-titré, je ne sais pas. Moi, avant d'intégrer l'étrange atelier, je travaillais dans mon salon. Les plus grands formats que je faisais, c'était des toiles grandes comme ça. C'était pas immense. Où je travaillais sur l'illustration, vraiment sur des planches de BD. Donc, j'avais pas imaginé travailler sur des très grands formats, à part en impression ou des choses comme ça. Quand j'ai intégré l'atelier, c'est tombé au moment où j'avais une commande, justement, de format assez grand. Et je serais jamais allé vers là si j'avais pas eu ce lieu-là, parce que j'aurais pas eu d'endroit pour le faire, quoi. Juste parce que j'avais pas d'endroit. Là, on a 5 mètres sous plafond, on fait ce qu'on veut. C'est confort. On peut mettre de la peinture partout, c'est On pas peut en grave, jeter, c'est un mais- sous-sol. Moi, j'ai pu attaquer la technique de dripping. J'aurais pas pu faire ça dans mon salon, sinon je n'aurais pas mis. Alors le dripping peut-être pour... Alors le dripping, c'est en fait spectateurs. c'est juste l'action de prendre la peinture et de la jeter vers le support, ou alors de la faire couler à l'horizontale comme faisait Pollock. Mais en l'occurrence, dans mon travail, c'était vertical et c'était ça éclaboussait. En fait, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une tête de peinture à l'atelier que j'ai Pas un fait. objet. Un objet, rien. Ou un vêtement. Aussi, oui. Alors, vous faites également des clips, des petits Oui, courts-métrages. je fais plein de choses, oui. Et vous les notamment- faites également au sein de l'étrange atelier ou c'est un peu différent? Alors oui, ça m'arrive de réaliser des choses au niveau de la vidéo à l'étrange atelier, notamment il n'y a pas très longtemps un clip du projet Grizzly, qui est un projet de l'atelier aussi, un projet musical. Mais ça m'arrive aussi de sortir beaucoup. En fait, moi j'ai 2 ateliers. En fait. Moi, j'ai l'étrange atelier et j'ai la forêt. Donc, et souvent je pars dans la forêt ou sur le littoral pour travailler. On voit le clip là à l'écran, l'hiver. Mhm. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait, ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre, ou qu'est-ce qu'il faut Alors, est-ce qu'il faut comprendre quelque chose? Oui, il y a des choses à comprendre. En fait, c'est pour prendre au départ, ce travail, c'est un travail que j'ai exécuté en fin d'été, en premier lieu, et il y avait une espèce de course avec le soleil, comme ça, où il fallait vite que je termine mon œuvre. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de courir après le soleil, on s'en rend pas bien compte, on court souvent après le soleil, et puis tous, surtout à la fin de l'été, où ça commence à vraiment réduire assez tristement. Donc on est là à courir. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais parler de ça, sans parler seulement du soleil. Donc il y a ça à comprendre, effectivement, le mouvement du soleil et la perception qu'on en a. Et je me suis penché sur la religion Shinto, qui a pour déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, qui est le rond en fait sur le drapeau japonais. C'est la divinité Amaterasu. Et qui a toute une légende, en fait, c'est une légende des mythologies Shinto, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme le manga, quoi. Ça se lit comme un manga, et c'est très drôle, et on y trouve des symbolismes très simples et très philosophiques en même temps. Et je trouvais que ça allait bien de parler justement du divin. En fait, la question que je me suis posée, je me suis dit, tiens, pourquoi on vénère plus le soleil? Et j'en suis arrivé à faire ce travail-là pour interloquer un peu sur ces choses-là. On parlait des lieux. Alors, on va peut-être sortir d'Ajaccio et de Bastia, mais est-ce que, selon vous, il manque des lieux de création, de résidence, partout ailleurs dans l'île, pour les artistes? Après, c'est facile de dire ce que je vais dire parce qu'on a un lieu, mais ça se crée un lieu. Ça peut être n'importe où. À partir du moment où on va poser ses pinceaux quelque part, c'est un lieu de création. L'orceau, il se cale sur un bout de plage et c'est un lieu de création. Donc des lieux de création, il y en a vraiment partout. Il suffit d'être inspiré par le lieu. Et l'étrange Commun, atelier... Je lieu parle d'un commun. lieu commun. Et après, d'un lieu commun, moi, une fois qu'on a trouvé l'atelier, moi, je ne me suis pas intéressé à ce qui se passe ailleurs, tellement content d'avoir ce genre d'endroit. Je pense qu'il y en a suffisamment, en fait, parce que on a rencontré, nous, une problématique, justement, à une certaine période, dans les 4 ans d'existence de l'atelier, c'est de trouver des artistes, des artistes résidents. Parce qu'on avait besoin aussi de nouveaux artistes pour faire vivre ce lieu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'artistes qui, en tout cas, une action un peu professionnelle et en tout cas constante, ont déjà leur atelier, ont déjà un lieu ou qui partagent ou qui ne partagent pas. Mais en tout cas, la demande n'est pas très grande à ce niveau-là. Après, je pense qu'effectivement, si demain on avait des lieux en libre accès, des ateliers en libre accès, que ça serait utilisé, qu'il y aurait peut-être, ça créerait de nouveaux artistes, de nouvelles envies, etc. Mais je ne pense pas qu'on manque de lieux en soi. Il y en a même beaucoup, en fait.
on en découvre encore un peu tout le temps, quoi. Il y a des lieux qui ont ouvert un peu à droite, à gauche. Ça reste assez anonyme. Confidentiel, en tout cas. En fait, je pense que les gens qui travaillent dans des ateliers, ils n'ont pas le temps de sortir, dire on est dans un atelier. En fait, et puis, c'est un peu, avoir un atelier, c'est un lieu de travail. C'est comme si on disait, c'est comme si une secrétaire disait passez dans mon bureau, vous allez voir, c'est génial. On n'invite pas les gens à venir dans son bureau. C'est un peu la même chose. Nous, on ouvre l'atelier de temps en temps. On reviendra, voilà. Mais sinon, c'est notre lieu de travail, donc on ne fait pas une publicité monstrueuse pour qu'il y ait du passage, quoi. Sinon, on serait dérangé tout le temps. Et plus de création. Voilà. Or, on le disait, un point commun avec notre esprit critique du soir, cet attrait pour l'Asie et le Japon. Xavier, à vous. Oui, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir... Ce dont j'allais parler ce soir avec vous, vu le titre de la thématique, l'étrange atelier, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit en rapport avec ça. Et j'avais envie de parler de manga et d'animation. Et qui dit animation, c'est pas que ça, mais enfin, japonaise évidemment, parce que effectivement, c'est l'animation royale, ou impériale, si je peux aller dans ce sens. Donc, ça tombe bien, c'est la sortie, là, en ce moment, d'un très beau film d'animation japonaise qui s'appelle Dans un recoin de ce monde. Alors, je ne sais pas si vous avez le... Oui, j'en ai entendu parler. J'ai vu la bande-annonce il y a 2 jours. Donc, un film de Sunao Katabushi qui est sorti en salle en septembre. Alors, sortie salle, c'est difficile parce que du coup maintenant l'animation quand c'est estampillé Ghibli, Miyazaki, c'est sûr qu'effectivement les gens y vont et encore ça reste en France un phénomène modeste. Miyazaki n'a jamais fait 20 millions d'entrées, il faut quand même le dire. Quel dommage. Et malheureusement. Mais ce film a eu un joli succès critique et public. Et là il y a une superbe édition Blu-ray, DVD, vous savez les fameux digipacks magnifiques là sur certains sites qu'on peut trouver, et dedans vous avez à la fois le Blu-ray, le DVD, la BO, le livret d'analyse format manga, donc c'est un très très bel objet. Et c'est une histoire alors qui est assez simple, somme toute ça va faire penser peut-être au Tombeau des Lucioles, magnifique film de Takahata aussi du studio Ghibli, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui va quitter Hiroshima en 1944, qu'elle se marie, et elle doit vivre dans la ville de la famille de son mari, qui est un port. On est pendant la guerre, donc évidemment on voit toutes les privations de ces familles pendant la guerre au Japon, et on voit ce quotidien qui est très dur pour elle, parce que non seulement elle quitte sa famille, elle va dans la famille de son mari, alors, encore une fois, elle l'a choisi son mari, mais elle doit subir, entre guillemets, la famille de son mari, c'est comme ça. Et en 1945, il y a les bombardements qui s'intensifient contre les Japonais. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Alors, c'est à la fois très beau, c'est superbement fait. Vraiment, on se posait la question s'il y avait une relève à Miyazaki. Et encore, finalement, apparemment, il est en train de terminer et de mettre la main à la pâte de son prochain film. Donc, on est tous contents. Il revient. Voilà. Je pense que ça le démange. Du coup, mais ce qui est très beau, c'est le vrai portrait d'une femme courage au Japon. Il y a plein de choses à aborder, les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le bombardement d'Hiroshima. Mais alors le film s'intéresse à l'époque, prend le temps, c'est-à-dire que les bombardements on les voit, mais c'est pas un film de guerre. C'est surtout le réalisateur a vraiment insisté sur le quotidien de cette femme et de cette famille. Quotidien difficile, et là il tombe pas dans le piège qui aurait été de critiquer à l'excès l'impérialisme japonais par exemple, ou de critiquer la position américaine. Il reste en retrait, ça je trouve ça assez fort sur ce genre de film. Il y a une distance qui est maintenue, c'est plutôt bien, même si on sent qu'il condamne évidemment la guerre, mais dans le sens universel. C'est ça que je trouve finalement assez fort, parce que là on voit le quotidien de gens auxquels on s'attache finalement, ce sont des femmes, des enfants, et évidemment c'est pas les militaires japonais, donc c'est toujours pareil, ça, ce fameux débat avec les Allemands, les bombardements même en 1945, par rapport à la population allemande, c'est pas forcément les soldats, etc., etc. C'est un film qui avait qui a eu un joli succès à Annecy. Alors, on parlait de l'étrange atelier. Annecy, c'est la ville du festival d'animation. C'est le festival international. Il a eu le prix du jury. Étonné qu'il n'ait pas eu le grand prix d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et beaucoup de poésie, pas de larmes. Je veux dire, c'est pas larmoyant. C'est la question que je me posais. C'est très délicat. On suit ce personnage vraiment de femme forte dont la force se renforce tout au long du film d'ailleurs, parce qu'elle doit faire face à beaucoup d'événements dramatiques. Le passé, reconstitution, c'est remarquable, honnêtement. On est dans le Japon des années 30, 40. Et ça c'est fort aussi, avec un sens aigu du quotidien. C'est ça qui est assez troublant, c'est qu'à un moment donné on se trouve devant un film qui est long, certes, je crois que plus de 2 heures ou 2 heures. Mais ce ne serait pas vous aussi. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, on sent la guerre, elle est là, mais c'est vraiment sur le quotidien que le réalisateur appuie, et c'est ça qui est juste. Et le parallèle avec le Tombeau des Lucioles n'a pas lieu d'être, parce que finalement, le Tombeau des Lucioles, qui est un chef-d'œuvre absolu,
est encore plus mélo que celui-là. Ouais, Donc c'est ouais, dire, voilà. Le tombeau de Luciole, c'est très dur à regarder deux fois. Hein. Voilà. Oui. C'est un peu Mais celui-là, pour moi, est un grand film. Un des grands films de l'année 2017, en tout cas. Bon, ben, Vous êtes convaincu? oui, je me tâtais vraiment pour le voir, parce que je me disais, là, le tombeau des Lucioles, enfin, ça m'avait brisé le cœur, et, tout simplement, et je me suis dit, oulala, est-ce que ça va me briser le cœur, ça aussi? Mais bon, ceci dit, je l'aurais regardé quand même, c'était obligé, quoi. Alors Yann Orso, je vous propose de répondre à une ITV un peu spéciale, une ITV étrange, si vous le voulez Allons-y. bien. Allez. Ça tombe bien. Hein, Ça tombe bien. Alors, votre définition de l'étrange? Alors, la définition de l'étrange. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Bravo. Ah Bravo. oui, non, je dévoile toutes les coulisses On de dit la qu'on télé. triche maintenant. Non, mais parce que c'est des questions auxquelles il faut réfléchir un peu, ça demande réflexion. Mais non, mais je pense que ce qui est étrange, c'est ce qui est pas habituel. Et donc C'est bien, pour nous, voilà. Pour nous, c'est pas du du tout étrange ce qu'on fait. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le voir, c'est assez étrange. Ouais, c'est ça, Orso. l'étrange, c'est ça, c'est quelque chose qui sort de De l'ordinaire. Votre œuvre la plus improbable? Ah, c'est toi qui vas répondre. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais dire son œuvre la plus improbable, et il fera autant. Non. Alors, son œuvre la plus improbable, il a une période peintre du lait. Peintre du lait. Le peintre du lait. Il peignait des choses laides, mais vraiment, c'était volontaire, mais c'était bien fait et tout. Hein. Techniquement et tout, On c'était vous super pose bien. la question de ce qui était laid ou ce qui était Il fallait objectivement que laid. En fait, c'était une espèce de rébellion contre moi-même où souvent je peins des bonhommes bien ronds avec des aplats bien lisses et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dégueu et dégoulinant et machin. Lui, il était en pleine période dripping où il faisait des trucs fabuleux avec 3 coups de trucs et j'ai dit allez, j'y vais aussi. Sauf que moi, ça c'est devenu des espèces de grosses croûtes de portraits un peu flippante. un peu flippant. Ouais. Et j'ai arrêté cette période-là. J'ai pas trop cherché pas plus creusé. loin. J'ai pas creusé. Yann pour Orso, son œuvre la plus improbable. Orso, il passe d'un peu d'une œuvre improbable à l'autre. Parce que c'est souvent des œuvres assez complètes où quand il va faire de la musique, ça va être en rapport avec ce qu'il va faire en peinture et ce qu'il va faire en photo et ce qu'il va faire en vidéo. Et donc tout est sacrément réfléchi, mine de rien, ça fouille assez loin. Moi, quand j'écoute les discussions, je suis vite un peu largué. Donc c'est souvent assez improbable. Et ce qui est en préparation, c'est assez improbable, mais ça va bien marcher. Ouais, Mais alors bon, après, c'est je dévoile, c'est un projet qui s'appelle PHPH, que je fais avec Sabrina Sarais. Et on va essayer de raconter la vie d'un arbre. Voilà. D'accord. Sous quelle Sous quelle forme? Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. D'accord. Donc, absolument Côté toutes les improbable. formes. C'est un projet très global qui englobe musique, vidéo, scénographie, sculpture, que sais-je. Bon, vous viendrez nous en parler. Oui, bien sûr. Le faux chef-d'œuvre ou celui que vous ne comprenez décidément pas? Ah, ça c'est une question. Il n'y en a pas, en fait. Voilà, ça n'existe pas, le chef-d'œuvre. Ça n'existe pas. J'imagine qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, et comme il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est nul. Puis même, il y a toujours une compréhension, même une mauvaise compréhension des fois, mais une compréhension quand même. Donc non, je ne peux pas répondre à cette C'est pas question. pour être gentil avec Ouais. tout le monde, c'est pas du tout ça. Il y a des choses qu'on n'aime vraiment pas. Moi, je me souviens à Montpellier, quand j'étais étudiant, il y avait un rond-point où il y avait des fameuses œuvres de rond-point, hein, comme il y en a beaucoup. Mais il y a des trucs chouettes sur les ronds-points. Là, il y avait un truc atroce. Et enfin, c'est pas atroce. Donc c'est Voilà. un truc qu'on sait pas, quoi. Ouais. C'était un espèce de gros donuts comme ça, Ah, c'est génial. rouge, lisse. Je croyais qu'avec Montpellier, Avec- vous alliez dire Pierre Soulages. Ça va. Non, c'est bien. Soulage, c'est la classe. Mais là, du coup, oui, je ça, sais c'est pas l'auteur. en dessous, alors, la classe. Je sais pas l'auteur, mais c'était un espèce de gros donut. C'était un peu pointant. Mais si, après le donut. C'est devenu un lieu de repère, mais une œuvre qu'on n'a pas compris, je pense. Alors, l'étrange atelier, c'est aussi ouvre ses portes régulièrement. Ouais. C'est quoi? C'est une fois par mois? Ça dépend, c'est un peu à Ça l'envie. dépend de nos humeurs. Là, on essaye de. Alors, il y a 2 ans, c'était tous les 2 mois. L'an dernier, on n'en a pas trop fait. On en a fait 2, je crois. Bon, là, en tout cas, ce sera le 20. Et là, cette année, on va Samedi. essayer d'en faire tous les mois. Donc là, samedi 20, 20 janvier, oui. Étrange apéro, numéro 14. Intitulé Les mains. Les mains. Autour des mains. Donc, ça fait référence à... Ça fait référence à votre- à un travail que j'ai fait il y a 2 mois
une œuvre qui s'appelle Des mains et qui était Qu'on peut voir en ville, parce que la rue qu'on aussi, c'est pouvait bien. voir en Qu'on ville. pouvait voir en ville. parce qu'elle était éphémère et qu'elle était en papier. Donc c'était un grand cercle de mains en papier multicolore qui sortait du mur et donc a subi les éléments, la pluie, le vent et tout ça, le vol. Et la rue, c'est une vitrine, une galerie comme les autres. Ben non, c'est pas une galerie comme les autres. La rue, moi, ce que j'aime dans la rue, dans proposer des choses dans la rue, c'est qu'on donne les choses. Il n'y a pas une entrée à payer pour entrer dans une galerie, il n'y a pas un prix accroché pour acheter une œuvre. Elle est là, elle est à tout le monde, on peut la voir quand on veut. C'est un peu le salon de tout le monde, c'est ça qui me plaît dans la rue. Et ce sera là votre conclusion. Merci. Xavier, merci beaucoup, on se dit à Merci très à vous. vite. Yann Orso, merci, Merci. de Merci nous beaucoup. avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de votre fidélité. Salut, à demain sur France 3 Corse, via celle, bien sûr.